Donc, il y a deux histoires en une. Il y a l'histoire capillaire, là encore, c'est-à-dire tout ce qui arrive aux cheveux eux-mêmes. Et il y a une histoire plus classique, c'est-à-dire des personnages humains. Il y a deux histoires en une, des personnages humains, où Tudor, un jeune désœuvré, qui somme longtemps et qui finalement décide d'aller tenter sa chance en France, qui émigre en France et qui réussit ou du moins à se trouver un travail les premiers temps, puis qu'on retrouve à la fin du roman en train de fouiller les poubelles, donc ça ne marche pas très bien pour lui. Il y a Tawus, donc c'est la femme qu'on oblige à se voiler, à épouser un faux dévot, un barbu qui exige le grand foulard noir, c'est-à-dire le djellab. On retrouve aussi Fouza, qui est une affairiste, une femme d'affaires née dans des conditions très peu favorables, puisqu'elle naît dans un pauvre village. Alors un pauvre village, qu'est-ce qu'un pauvre village? C'est un mot que j'invente et qui veut dire en fait bidonville. Mais comme Paul Cheveux ne retient pas très bien les mots, ne connaît pas, alors il s'en mêle les pinceaux, il confond les mots, et au lieu de dire bidonville, il se dit bidon, récipient, c'est un pot, un endroit où on habite, c'est un village, donc ça doit être pour village. Il avait utilisé ce mot, il avait tenté de se rappeler de ce mot-là, bidonville, mais il arrive à reconstruire un autre mot complètement différent qui est pour village. Donc Fouza, ou Fouza, dite Fouza, grandit dans un pauvre village. Elle fait très peu d'études, ce n'était pas une élève brillante, etc. Mais malgré ça, elle jure de s'en sortir, et elle arrive effectivement à s'en sortir, tout simplement en ayant recours à la flatterie, et aussi en n'étant pas très catholique, on va dire, puisqu'elle est impliquée avec un maire qui deviendra par la suite député dans un trafic de perruques. Voilà. Donc, je ne peux pas tout raconter, bien sûr, mais c'est bien, c'est excellent. Tu racontes très bien ton livre. Merci, c'est mon livre. Bien sûr, c'est pas tous les auteurs qui peuvent raconter très bien leur livre. Donc, on va passer au second, qui a eu le prix Assia Djbal 2019, qui a été publié chez Casbah. Donc, c'est Une valse. Voilà, tout à fait. Donc, mon deuxième roman s'intitule effectivement Une valse. Il est paru en 2019, en fin 2019, et il a reçu le prix Assia Djbal, le grand prix Assia Djbal de la même année, en décembre 2019. Alors, c'est une histoire en apparence complètement différente, puisque cette fois-ci, il n'y a pas de cheveux qui parlent. Il y a par contre des fantômes qui parlent, puisque je raconte l'histoire d'une couturière, d'une jeune couturière, enfin pas si jeune que ça, une couturière qui va sur ses 40 ans et qui a dû arrêter ses études très jeune. Elle a dû arrêter ses études très jeune parce que son père l'a tout simplement retirée du lycée. Il trouve sur elle des poèmes qu'il juge pas convenables, on va dire, et il lui dit: c'est pas pour ça que je t'ai envoyé t'instruire, et donc tu as suffisamment étudié comme ça, il est temps de rentrer à la maison. Elle retourne dans son petit patelin perdu, qui s'appelle le Mouja. Bon, le Mouja, c'est un nom fictif, c'est un endroit qui n'existe pas, mais qui pourrait être n'importe quel patelin en Algérie, en fait. Et donc, elle se morfond, elle n'arrive pas à s'adapter à cet environnement, elle qui avait de grands rêves, elle avait de grandes ambitions, et donc, elle n'arrive pas à s'entendre avec son environnement, qu'elle trouve très peu compréhensif, et même misogyne. C'est un environnement qui la décourage, qui ne l'encourage pas à aller de l'avant, qui ne comprend pas sa façon de réfléchir, etc. Et puis, parce que ses ambitions ont été déçues, parce qu'elle ne s'entend pas avec son entourage, à cause de tout ça, elle sombre petit à petit dans une sorte de folie. C'est-à-dire qu'elle commence à confondre la réalité et l'imaginaire. Elle commence à confondre, à imaginer des personnages qui n'existent pas, à imaginer des situations qui n'existent pas, à dialoguer avec eux, etc. Et pour elle, tout ça existe, alors que ça n'existe que dans sa tête. Et donc, mais malgré sa souffrance, malgré son mal-être, malgré les conflits perpétuels et sa maladie, elle arrive à les couturières, elle arrive à se qualifier en finale d'un concours de stylisme qui est censé se dérouler à Vienne, en Autriche. Voilà. Et donc, elle décide, elle sait qu'elle ira à Vienne pour prendre part à cette finale, et pour oublier son mal-être, pour oublier ses problèmes, pour oublier sa maladie, etc., elle passe son temps
à rêver d'une valse, d'où le titre. C'est pour ça que le titre, c'est une valse, justement. Et elle va finir par aller à Vienne, justement, et par prendre part à cette finale, et par avoir sa valse. Mais comment tout ça va se dérouler? Est-ce que tout cela va se dérouler de la manière dont elle rêvait, ou, en fait, je peux révéler une partie de la fin, puisque je peux dire que les choses ont empiré pour elle à Vienne, mais le roman finit quand même, s'achève quand même sur une note d'espoir. Je ne dirais pas comment, mais ça s'achève quand même sur une note d'espoir. Voilà donc. Très bien. Donc c'est publié par Casbah. Est-ce que tu as travaillé avec Mouloud Achour, paix à son âme? Monsieur Mouloud Achour, oui, j'ai eu l'honneur d'être lu par Monsieur Mouloud Achour. C'est lui qui a donné son aval, son OK pour la publication de une valse. En fait, je l'avais contacté sur Messenger. Je lui ai dit j'ai un manuscrit que j'aimerais publier. Il m'a dit il faut l'envoyer par email dans un premier temps, puis il faut nous ramener quand même la version papier. Et donc moi, comme j'habite à Tizi, je suis quand même un peu loin d'Alger, je n'avais pas le temps d'aller ramener le texte, la version papier tout de suite. Donc j'ai commencé par envoyer le manuscrit en PDF, en version email. Et une semaine après, je n'avais pas encore eu le temps d'aller leur ramener la version papier. Monsieur Achour me contactait pour me dire c'est ok, il faudra quand même nous ramener la version papier. Donc j'ai dû la ramener quand même. Et voilà comment c'était passé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mouloud Achour est un grand journaliste, un grand écrivain, donc c'est un gentleman aussi dans la vie, il est parti, paix à son âme. Alors le troisième bouquin, c'est des rêves à leur portée, ce sont des nouvelles, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'elle raconte ces nouvelles? Tout d'abord, je voudrais me joindre à vous et rendre un vibrant hommage à M. Mouloud Achour. Effectivement, je me rappelle très bien que quand il est décédé, j'avais utilisé justement le mot gentleman pour le décrire, effectivement. C'est un homme d'une courtoisie impeccable, d'une grande bienveillance et bien sûr d'une grande culture. Donc, paix à son âme, voilà. Et nous le remercions, même si nous nous entendons peut-être pas, pour tout ce qu'il a fait pour la culture. Voilà, donc Des rêves à leur portée, c'est mon dernier né, on va dire. Il a été publié en mars 2022. Toujours aux éditions Casbah. Alors, c'est un recueil de 8 nouvelles. Je ne sais pas, je n'aurai pas le temps probablement de résumer toutes les nouvelles, mais je vais essayer de donner une brève idée du contenu. Donc, la première nouvelle s'intitule Les déesses. Alors, c'est l'histoire de deux femmes, d'une femme en particulier avec sa mère, qui sont d'une très grande beauté. La demoiselle, la jeune femme est d'une très grande beauté et il se trouve qu'elle est très silencieuse aussi. Elle communique très très peu. Et donc ces deux caractéristiques-là, le fait qu'elle soit très belle et qu'elle communique très peu, font qu'elle passe souvent pour une femme arrogante, pour une femme hautaine, etc. et qui a beaucoup de problèmes de communication avec son entourage. Et ces traits-là, ces traits de caractère, enfin les traits physiques et les traits de caractère, sont exactement ceux de sa mère. C'est-à-dire que sa mère souffrait du même problème. C'était une femme d'une très grande beauté, mais qui avait des problèmes, y compris avec ses propres enfants. Ses enfants la trouvaient froide et ils vont finir peu à peu par se détourner d'elle, par se détacher d'elle. Et cette jeune femme-là grandit en voyant sa mère dépérir, souffrir du manque de considération de ses enfants qui ne la comprennent pas. Par la suite, cette femme-là va devenir une femme très célèbre, très connue, une comédienne adulée par le public. Mais, c'est-à-dire la malédiction en quelque sorte la poursuit, puisque quand elle se mariera, elle va épouser un homme qui est très épris d'elle, qui l'adore, mais qui veut avoir des enfants. Et elle refuse d'avoir des enfants parce qu'elle ne veut pas que le scénario qu'a connu sa mère se reproduise. Elle imagine déjà ses enfants et son mari se détournant d'elle. Et voilà. Donc, elle n'arrive pas à se dépasser ce traumatisme. Et donc, finalement, même, l'une des rares personnes qu'elle fallait... En fait, il y a deux personnes qui ont compté dans sa vie. C'est sa mère et c'est ce mari-là. Et finalement, sa mère décède. Elle dépérit... elle meurt à petit feu parce qu'elle a été...
Elle a été complètement ignorée par ses enfants, maltraitée par ses enfants. Et son mari finit par la quitter puisqu'elle refuse de lui donner des enfants. Et donc elle sombre dans une très grande solitude, etc. Et elle finit par... comment dire, elle finit, cela l'affecte tellement que même son apparence physique change, etc. Elle qui a été adulée, elle qui a été admirée, etc., elle va devoir apprendre comment dire, à vivre, à descendre de son piédestal en quelque sorte. Elle doit apprendre à descendre de son piédestal et à être un petit peu comme tout le monde, à apprendre ce qui n'est pas facile pour une femme comme elle. Voilà, donc ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle s'intitule La leçon de Kafka. Alors c'est l'histoire d'une jeune maman, une maman trentenaire, qui est confrontée à un dilemme. C'est la mère d'une fillette qui s'appelle Selma, d'une fillette de 7 ans. Et il se trouve que cette fille-là perd son canari, son animal préféré. Donc elle a le canari qui meurt, le canari de la petite fille qui meurt, et pendant qu'elle est à l'école, donc elle ne sait pas qu'il est mort, et pendant qu'elle est en train de l'enterrer, enfin de l'éloigner du regard de sa fille, elle est en train de réfléchir à l'attitude qu'elle doit adopter. Elle ne sait pas si elle doit lui dire la vérité. Elle se dit, pourquoi ne pas lui dire la vérité? Après tout, il y a tellement de tristesse, tellement de chagrin et tellement de souffrance l'attendent dans cette vie de toute manière. Qu'est-ce que la mort d'un petit oiseau, d'un volatile, face aux souffrances qui l'attendent de toute façon? Autant lui dire, autant la préparer. Mais d'un autre côté, elle se dit, mais quand même, ça sera trop dur, elle est encore jeune. Et donc, pendant qu'elle réfléchit, en fait, pratiquement toute la nouvelle nous restitue les pensées de nous suivons le cheminement de la pensée de cette mère-là. Et finalement, elle se souvient, pendant qu'elle est en train de réfléchir, elle se souvient d'une nouvelle qu'elle a lue, sur les réseaux sociaux, parce que c'est une femme qui ne lit pas beaucoup, le personnage ne lit pas beaucoup, et c'est l'histoire que effectivement j'ai lue pour la première fois sur les réseaux sociaux, personnellement. C'est l'histoire de Kafka, de l'écrivain tchèque Kafka. Kafka qui rencontre une fillette au lendemain de la guerre. Kafka est mort à l'âge de 41 ans. À l'âge de 40 ans, il rencontre cette fillette. Il n'avait jamais été père de sa vie. Il n'était pas marié, il n'avait jamais été parent. Il rencontre cette fille-là qui est inconsolable parce que tout simplement elle a perdu sa poupée. Elle a perdu sa poupée. Je veux ma poupée, il faut me rendre des mains. Elle pleurait. Et donc, Kafka, il songe à un moyen de la consoler, de lui épargner le chagrin. Et il lui dit ne t'inquiète pas, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être triste, parce que ta poupée a tout simplement est partie en voyage. Donc il lui fait croire que sa poupée est partie faire le tour du monde. Et pour qu'elle le croie, il se met à lui écrire des lettres. Il écrit des lettres et il lui fait croire que c'est la poupée qui a écrit. À chaque fois, il lui fait croire que c'est la poupée qui a écrit les lettres. Un jour, elle est en Allemagne, un jour, elle est en Autriche, enfin en Grèce, je ne sais pas, dans différents pays. Et c'est comme ça que la fillette oublie son chagrin, en fait. Donc, il épargne le chagrin à la petite fille en lui faisant croire que sa fille a été faire le tour du monde. Et ça inspire cette mère-là, cette mère désemparée qui ne sait pas quoi raconter à sa fille. Elle se dit, si une poupée peut faire le tour du monde, que dire d'un oiseau, voilà. Et donc elle s'inspire de cette histoire de Kafka, d'où le titre là encore, La leçon de Kafka, et elle se promet de faire la même chose avec sa fille. Elle le fait d'ailleurs avec sa fille. Voilà. Et donc la troisième nouvelle, ça s'appelle Le semeur de poussière. Alors c'est l'histoire de Zahir, un jeune homme mal dans sa peau, qui se trouve laid, qui n'est pas agréable à voir, etc., qui a très peu confiance en lui-même et qui est tout le temps rabroué par les femmes qu'il essaie de courtiser. Voilà, il n'a pas beaucoup de succès après les femmes. Et donc il les trouve très arrogantes, ces femmes-là. Il les trouve très arrogantes, il les trouve très méprisantes et tout, et il trouve un moyen de se venger de leur attitude qui lui semble insupportable. Alors c'est quoi cette solution qu'il a trouvée, enfin c'est ce moyen de se venger qu'il a trouvé?
il lui suffit d'ouvrir son bras comme ça, une sorte de geste galant comme ça, qui ne l'est pas du tout offensant. Et il fait ça et il émet une prière, il formule une prière. Puisses-tu être recouverte de poussière de la tête aux pieds. Alors ces femmes-là, qui sont voilà, toutes contentes de leur apparence, très, très chic, très, très soignées, etc., dès qu'ils formulent cette prière-là, elle va leur élégance se transformer en panique, en fait. Elle se transforme en panique, etc. Et leur confiance aussi part en fumée. Leur confiance en elle-même part en fumée. Et donc c'est une réflexion sur le ressentiment, c'est-à-dire les piètres consolations, parce qu'en fait c'est une piètre consolation. Les piètres consolations psychiques que le ressentiment peut nous pousser à trouver, en fait, pour vaincre. Enfin, c'est la seule solution qu'il a pu trouver pour se débarrasser de son manque de confiance, de son ressentiment, là encore. Voilà, donc ça c'est le semeur de poussière. La quatrième nouvelle, c'est la nouvelle la plus politique du recueil. Elle s'intitule « Les inusables semelles du rêve ». Et c'est l'histoire d'un, comment dire, ceux qui ont lu une valse reconnaîtront un personnage qui s'appelle Wahab Roha. Alors Wahab Roha est mentionné très brièvement dans une valse comme étant le professeur de philosophie de Shahir al-Lahab, qui est le personnage principal d'une valse. Dans son prof de philo, et elle s'en souvient de temps en temps quand elle a arrêté le lycée très jeune, le lycée avant de terminer ses études, comme je l'ai dit au départ, mais elle se remémore quelques-unes des leçons de Wahab Roha, qui était un penseur original, etc., et qui l'influençait beaucoup. Ce personnage très secondaire dans une valse devient le personnage principal dans Les inusables semelles du rêve. Il est maintenant à la retraite, c'est un enseignant à la retraite. La santé commence à décliner, la santé de sa femme aussi. Sa femme qui lui a fait beaucoup de reproches tout au long de leur vie commune, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer des pieds et des mains pour avoir des privilèges, comme cela se fait en Algérie, voilà, à dire, ah ben oui, c'est-à-dire qu'il ne sait pas corrompre, se laisser corrompre, avoir recours à la flatterie, tout ça, il ne sait rien, voilà. Elle lui dit, pourquoi ne connais-tu rien d'autre que ton orgueil et tes livres, tu ne connais rien d'autre à part ton orgueil et tes livres. Et donc, lui, elle lui dit, si c'était pas... n'était cette masure, enfin cette bicoque que t'a légué ton père au village, nous serions dehors alors qu'il est. Nous n'aurions même pas où vivre, etc. Et lui, bien sûr, il sait qu'elle a raison au fond, il comprend son besoin de confort, etc. Et donc, il se montre patient avec elle. Et les événements se déroulent en 2019, quand les manifestations avec ce formidable élan populaire qu'a connu l'Algérie en février 2019. Et au début, donc Wahab Roha n'y croyait pas. Il se dit, ce peuple est paralysé lui aussi, donc personne ne va sortir, personne ne va aller marcher, etc. Et le premier jour, quand les marches commencent, il est juste ébahi, il est ébloui par la marée populaire, enfin, tout ce peuple qui s'est retrouvé dehors en train de réclamer dignité, liberté. Et donc, malgré la maladie, malgré le poids des années, malgré les mauvais souvenirs, parce qu'il se trouve que son père, il se rappelle, là encore il y a une sorte de flashback, il se rappelle que son fils avait été emprisonné, son fils qui avait été journaliste et qui avait révélé le trafic de perruques de Ramon des Faucheveux, etc. Donc j'ai essayé de faire une petite ratatouille littéraire, si je peux m'exprimer comme ça, ainsi. Donc son fils, le journaliste qui a révélé le trafic de perruques, et comme le trafiquant de perruques est un personnage influent, donc son fils se retrouve en prison. Il se rappelle tous ses mauvais souvenirs et il décide d'aller marcher. Et donc la nouvelle le décrit en train de marcher, justement, avec son épouse au milieu de cette foule extraordinaire. Voilà donc les inusables semelles du rêve. Excellent, très bien. Merci. Bon, donc je ne résumerai pas toutes les nouvelles. Oui, c'est ce que je voulais vous dire et vous l'avez compris et c'est très bien. Donc nous allons donner la parole à nos amis dans la salle.
L'idéal, c'est que les questions remarques soient assez brèves et concises dans la mesure du possible. Donc la parole est à vous. Oui. Donc bonsoir Madame Chouten, c'est avec plaisir donc, que j'assiste à votre conférence et merci aussi à Monsieur Youssouf qui maintenant nous fait régulièrement comme ça donc, des conférences et nous fait découvrir de nouveaux talents. Personnellement, j'ai lu aucun de vos ouvrages, vraiment désolé, mais je comptais justement sur cette soirée pour m'en procurer, mais apparemment donc il n'y aura pas de vente ce soir. Bon, donc ce sera pour une autre fois et on essaiera donc de les acheter donc, dans des librairies. J'espère qu'ils sont publiés en France. En France, ils ne sont malheureusement pas disponibles, mais par contre, ils sont en vente sur Amazon. Sur Amazon, voilà, ils sont disponibles sur Amazon. Du moins, Une valse et des rêves à leur portée. Ce n'est pas le cas du premier roman, malheureusement. Alors donc, pendant donc, que j'attendais tout à l'heure, je suis arrivé un peu tôt, donc j'ai parcouru un peu votre page Facebook. J'ai vu un peu donc, les différents articles que vous avez publiés. Vous vous intéressez beaucoup, donc, je dirais, à l'activité littéraire, mais aussi à la vie associative, sociale. Je vois effectivement, vous êtes très porté sur tous les aspects concernant donc, les problèmes sociaux, sociétals, etc. Que ce soit la question de la femme, que ce soit la question de liberté. Et j'ai vu effectivement les différents commentaires que vous faites sur des expositions. Et là, vous nous avez fait un résumé de vos 3 livres. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on voit à peu près comment, donc, de quoi vous traitez. Ma première question, donc, moi, je n'ai rien à voir avec le domaine donc, de la littérature. Je suis plutôt dans le domaine technique et militant politique, donc anarchiste entre guillemets. Et, ma première question, c'est partant de moi, pour moi, donc la littérature, pour moi, c'est un moyen un peu de m'échapper de mon activité et puis de la militance. Et pour moi, la littérature est une source pour la pensée, pour la théorie. Vraiment, en lisant, c'est quelque chose qui me repose et en même temps qui me pousse un peu plus à la réflexion. Moi, j'ai découvert un peu la littérature. La première fois, c'était au collège en lisant Boujdara, La répudiation. Et à ce jour, ça m'a bouleversé. En étant donc un jeune kabyle des montagnes, vous imaginez, dès la première page donc, de la répudiation, vous êtes totalement, entre guillemets, violé dans votre conscience. Voilà, donc la première question, c'est, à travers l'exposé que vous avez fait, j'ai pas très bien compris un peu donc, quel poids donc, jouent un peu donc, les événements sociaux algériens, qu'ils soient avant l'indépendance ou après l'indépendance, qui sont quand même très, très forts, très violents, et puis il y a des scènes, il y a des périodes très, très importantes, que ce soit pour les femmes, que ce soit sur la question de la culture, que ce soit sur la question des libertés, etc. Donc le poids donc, de ces événements donc, dans vos œuvres. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est un peu, elle est plutôt générale, c'est sur un peu la question donc, de la littérature en Algérie. On considère en général que quand même la littérature est un moyen aussi donc, de venir enrichir notre culture par sédimentation. Donc on voit effectivement la culture comme quelque chose qui vient par couches successives et sédimentation successive, donc élever le niveau culturel d'une nation, d'un peuple. Et c'est beaucoup plus par ce moyen et non pas par mutation ni par une révolution comme ça du jour au lendemain. C'est un processus lent.
Et on voit en Algérie depuis maintenant, moi j'ai vécu la période où on achetait des livres à 1 dinar. Hein, donc dans les années 80-90. Résumé. Voilà, donc je termine tout de suite. Comment vous voyez effectivement donc, la problématique actuelle, justement, donc, de cet enrichissement donc, de la culture, enrichissement général donc, du niveau culturel donc, des citoyens algériens, alors que le prix du livre, quand je compare par rapport le prix du livre en Algérie par rapport au salaire journalier, y compris d'un instituteur, d'un ingénieur, etc. Par rapport à la France, c'est vraiment quelque chose de très... Merci. Merci. D'accord, merci. Donc je vais essayer de répondre. Alors tout d'abord, le poids des événements, qu'a connu l'Algérie dans mes romans, dans mes écrits. En fait, dans le résumé que j'ai fait, c'était très court comme résumé, et bien sûr, j'étais loin de dire l'essentiel, de tout dire, c'est-à-dire sur le contenu, de couvrir tous les aspects de mes romans. Alors, dans tous mes romans, enfin, dans mes 2 romans, la dimension politique est très présente. C'est-à-dire que je parle de politique de façon... Le premier roman, le roman des pauvres cheveux, c'est une sorte d'allégorie, c'est une fable. C'est-à-dire que je ne dis pas les choses de façon explicite, mais le lecteur doit comprendre le sous-entendu. Et le sous-entendu politique est évident. Nous avons là des cheveux rebelles, des cheveux qui se hérissent et qu'on attache, qu'on emprisonne. Je crois que c'est très clair, voilà. Donc la dimension politique est très claire. Je fais allusion, quand je parlais tout à l'heure de villages décimés, de villages rasés. Les villages rasés, on a connu ça lors de la décennie morte. Alors là, ça prête à rire parce que c'est des villages de cheveux qu'on rase. Mais de vrais villages, des villages entiers ont été rasés lors de la décennie noire en Algérie. Et donc, quand je parle de villages rasés, je semble parler de cheveux, mais en fait, c'est une allusion à une période noire de notre histoire récente, qui est le terrorisme, qui est la décennie noire. Ça, c'est dans le roman des pauvres cheveux. Dans Une valse, le propos est beaucoup plus explicite. Je parle de politique de manière très très explicite, puisque je me réfère aux événements, notamment aux événements du printemps noir. J'évoque le printemps noir, j'évoque le printemps politique, le printemps berbère, mais de façon très évasive. Je parle de l'assassinat de Matoub, par exemple. Il y a un autre crime qui est commis à la fin du roman et je laisse planer le doute, mais on le soupçonne d'être un meurtre politique, un assassinat politique, là encore. La politique est très présente et de manière explicite dans le roman des pauvres cheveux. Dans Une valse. Et donc là, c'est en ce qui concerne la politique. J'ai évoqué la question je parle d'extrémisme religieux. Je parle de terrorisme, je parle de conditions féminines, je parle de trafic de perruques, c'est-à-dire de politicards pas très honnêtes, de magouilles politiques, de journalistes qu'on retrouve assassinés parce qu'il a essayé... Donc, voilà, tout cela, pas un journaliste, un policier, pardon, qu'on retrouve assassiné dans le roman des pauvres cheveux. Donc tout cela, je crois que est difficile, mais pas... je vous comprends parce que vous n'avez pas lu le roman et je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Je n'ai pas évoqué, j'ai juste évoqué de manière très brève l'idée centrale du roman, c'est-à-dire mais en fait, la politique et les questions sociétales sont toutes les deux très présentes dans mes ouvrages. Elles le sont un petit peu moins dans le roman des rêves alors portés, mais ça dépend des nouvelles, là encore. Par exemple, dans Les Inusables Semaines du rêve, vous avez vu que c'était très politique aussi. Leur condition féminine est évoquée, par exemple, dans Les déesses, parce que la comédienne se trouve marginalisée, parce qu'être comédienne en Algérie, c'est pas forcément... En plus, il y a un autre point que je n'ai pas évoqué, elle épouse un Echli. La femme épouse un Echli, c'est-à-dire elle épouse un Kabyle noir, en fait, là aussi. Donc c'est une caractéristique, c'est un aspect de la société kabyle, de la culture kabyle, donc qu'on n'évoque pas beaucoup et dont je parle, de façon, là encore, ce n'est pas le sujet central du roman, mais je l'évoque aussi, de la nouvelle, mais je l'évoque aussi. Donc voilà. Il y avait cette question sur le prix du livre. Le prix du livre, franchement, je vais être en désaccord avec vous, parce que chaque fois qu'on me dit que le livre est cher,
j'exprime mon désaccord. Franchement, le livre n'est pas cher du tout. Quand bon, là, il a un petit peu augmenté. Celui-là, il fait 800 dinars parce que c'est la crise du papier, etc. Mais quand vous achetez ce roman-là coûte 600 dinars en Algérie. Coûte 600 dinars en Algérie. Donc, 600 dinars, c'est le prix de 2 sandwichs. Peut-être même pas, ça dépend du sandwich que vous... voilà. Attendez, si vous prenez en considération toute la chaîne humaine qui est impliquée dans la fabrication d'un livre, un auteur, ça c'est des années de travail, plus le travail d'édition, plus la couverture, il faut un maquettiste, un éditeur, un imprimeur, etc., tout ça, et vous vendez le livre à 600 dinars, mais c'est dérisoire. C'est pas cette question. Voilà. Par rapport à l'aspect de l'élévation du niveau général de la culture de la société. C'est par rapport à ça que je... Oui, bon, c'est pas le prix du livre. Je ne dis pas que le prix du livre est cher. Oui. Je dis que, effectivement, dans un pays comme le nôtre, pour effectivement donc, arriver à une élévation générale du niveau culturel, qui se fait par, d'une certaine manière, etc. Donc, et là, j'évoque le par rapport au salaire moyen algérien. Bien sûr, c'est pas du tout... je ne dis pas que l'effort, ni l'effort intellectuel, ni l'effort matériel de l'imprimeur et autres, de l'éditeur, etc., ne sont, je dirais, récompensés au travers de ce prix. Pas du tout. Très bien, très bien. Merci. Attendez, je réponds quand même parce que apparemment je n'ai pas répondu à cette question. Donc en fait, il est possible que le gouvernement, que les autorités en place prennent des initiatives, subventionner le livre, etc. Il y a une maison d'édition qui s'appelle l'ENAG en Algérie. Moi, on n'est pas de la même génération, j'imagine, mais on achetait des livres à 30 dinars, des classiques. Les livres publiés par l'ENAG, qui est une institution étatique, sont tout à fait abordables, aujourd'hui encore. Mais pour ce qui est des maisons d'édition privées, je ne pense pas qu'on puisse les... voilà, donc, je ne sais pas, à moins que l'État intervienne et paye, je ne sais pas, voilà. Donc, mais là encore, je pense que il y a aussi une part de responsabilité des lecteurs eux-mêmes. Il y a des férus de lecture qui ne se sont jamais plaints du fait que le livre soit cher. Il y a une question de priorité. Il y a des Algériens qui misent tout, par exemple, sur l'apparence vestimentaire ou sur... ils achètent des chaussures à je ne sais pas combien, ils achètent et ils trouvent le livre cher. C'est pas logique, il faut revoir ses priorités. Moi, je pense. Voilà, c'est juste ça. Voilà, merci. Ceci dit, il fut une époque où le livre était subventionné en Algérie. Donc un État qui voudrait que son peuple aille de l'avant peut le faire encore aujourd'hui. Mais malheureusement, l'Algérie est tombée dans un cycle de violences multiples, terribles. Le fait que l'Algérie s'est libéralisée de manière sauvage a participé à la destruction des valeurs dans ce pays. Bonsoir Linda, bonsoir à tout le monde. Ernest. Je m'appelle Ernest, je suis écrivaine camerounaise. Alors je vais adresser ma question à Linda. Est-ce que tes personnages suivent toujours le destin que tu leur traces? Est-ce qu'à un moment donné, ils ne deviennent pas rebelles et revendiquent leur liberté, leur indépendance? Ah, d'accord. C'est une question qui revient. D'abord, merci d'être venu, Ernest, ça me fait vraiment plaisir. Là, c'est une question qui revient souvent, pas spécialement, on ne la pose pas forcément à moi, mais on la pose souvent aux écrivains. Cette question, est-ce que vous avez le contrôle sur vos personnages? Et il arrive parfois que, pas seulement mes personnages, que l'intrigue m'échappe entièrement. C'est-à-dire que je prévois une intrigue, je prévois un dénouement particulier, et au fur et à mesure de l'écriture, il y a d'autres événements qui me viennent en tête. Voilà, c'est-à-dire je détourne, je dévie complètement de ce que j'avais prévu. Cela est vrai pour les événements et pour les personnages. Cela dit, je dois dire que je ne les laisse pas trop s'échapper quand même. J'ai un caractère assez autoritaire
je l'applique même à mes personnages. J'essaie un petit peu de les... voilà, donc ils s'échappent un petit peu, mais j'essaie de les garder sous contrôle. Parce qu'en fait, sinon, ça va influer sur le... Je suis quelqu'un qui croit quand même à une certaine cohérence, à la cohérence de l'œuvre. C'est-à-dire que si vous permettez, si vous avez en tête un personnage, je ne sais pas, colérique et que finalement au cours du roman, il se transforme en quelqu'un de complètement différent. Ça n'a pas beaucoup de cohérence. Donc il faut faire en sorte que les personnages ne nous échappent pas trop. Ils peuvent nous échapper, mais tout en restant dans la logique quand même globale du roman, pour que ça tienne la route quand même malgré tout. Moi je suis pour quelque chose qui tienne la route. Même quand j'ai écrit le roman des pauvres cheveux, qui est un roman complètement décalé, c'est des cheveux qui parlent, etc. Mais quand même, une fois qu'on a accepté l'idée que c'est des cheveux qui parlent, que j'humanise, le tout quand même, l'ensemble tient la route. Je reste quand même assez rationnel dans mon approche de l'œuvre littéraire. Voilà, merci beaucoup. Kada. Merci, bonsoir tout le monde. Voilà. Je viens chez toi, Youssef, à chaque fois pour me ressourcer. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Voilà, madame, je crois avoir compris. Vous me corrigez si ce n'est pas le cas. Que dans la présentation du livre, de votre premier livre, vous avez dit que cette femme qui était belle et silencieuse impressionnait les gens, elle ne le faisait pas consciemment, elle n'avait pas de mépris pour tout le monde. Oui. Et tout le monde sait que devant le silence, n'importe quel être humain est un peu médusé parce qu'on a peur de l'inconnu. Et devant la beauté, il y a deux genres d'appréciation. Il y a les hommes qui ont peur d'échouer devant la beauté. Et échouer devant la beauté est une grande frustration pour l'homme. Et pour la femme, il y a le phénomène de la jalousie contre cette beauté. Mais vers la fin de la présentation de votre livre, vous dites que cette femme, elle n'est pas prétentieuse, elle ne fait pas jouer ni son silence, ni sa beauté en sa faveur, mais vers la fin de la présentation, vous dites, elle a fini par comprendre qu'il fallait descendre de ce piédestal. Est-ce que vous n'avez pas, en tant qu'écrivaine, inconsciemment, est-ce que vous n'avez pas vous-même mis ce personnage-là sur un piédestal, sans le vouloir? Donc, d'abord, je Merci. vous en prie, une petite rectification, ce n'est pas mon premier livre, c'est la première nouvelle de mon recueil de rêves à leur pause. Donc ça, c'est une nouvelle, c'est pas mon roman, c'est un roman c'est une nouvelle qui s'intitule Les déesses. Voilà. Qui s'intitule Les déesses, et donc, le titre déjà est évocateur. Les déesses, c'est cette jeune femme-là et sa mère. Donc elles sont sur un piédestal. Bon, la jeune femme est sur un piédestal d'abord parce que c'est une comédienne adulée. Ce n'est pas du fait de sa beauté seulement. D'abord, elle est très belle. Elle est sur un piédestal malgré elle, là encore, parce que elle est tellement belle que les gens la regardent avec admiration. C'est pas elle qui fait quelque chose pour qu'elle soit adulée. Elle est tellement d'une beauté extraordinaire que les gens n'osent pas l'approcher, que les gens la traitent avec beaucoup d'admiration, en plus de son métier qui est celui de comédienne où son physique l'a certainement beaucoup aidé justement. Voilà. Et donc, à la fin de la nouvelle, je dis que les malheurs qui l'ont frappée, les aléas de la vie, donc, font qu'elle change même d'apparence. En fait, c'est une réflexion sur l'importance de l'apparence on dit souvent que les apparences sont secondaires, que les apparences ne comptent pas, ce qui compte, c'est le fond. Mais en fait, l'apparence compte beaucoup. C'est une réflexion sur l'apparence, sur l'importance de l'apparence. Au moment où son apparence commence à changer, où elle commence à avoir le visage et l'apparence d'une femme ordinaire, l'attitude des gens aussi change. Ils la traitent comme n'importe quelle femme. Elle cesse d'être une déesse. Et c'est pour ça que je parle de descendre de son piédestal. Mais elle n'avait choisi ni d'être une déesse, ni de redescendre sur terre. Dans les deux cas, elle a subi son sort, tout simplement. Enfin. Alors j'ai oublié ma carte et mes gants de boxe. Ah bon?
Moi, je les ai. Hein. Je m'adresse à Voilà. Youssef. Ah, d'accord. Il a bien ri quand j'ai levé la main. En fait, je vais prendre un contre-pied. Moi, j'aimerais bien que si vous pouvez nous lire un petit passage, peu importe, que vous aimez bien dans un de vos écrits. Une petite page pour voir. Comme ça, pour se faire une idée de votre écrit. Je vais même vous en lire deux. Enfin, j'aimerais vous lire un passage merci. d'une nouvelle qui s'intitule Le cours, que je n'ai pas eu le temps de résumer, puisque je n'ai pas eu le temps de résumer toutes les nouvelles. Donc le cours, c'est une nouvelle que j'ai dédiée à la mémoire d'Idir, le chanteur Idir que nous connaissons tous et que beaucoup de Kabyles apprécient beaucoup en fait. C'est l'histoire d'une jeune femme, qui a 27 ans, qui est avocate depuis peu, qui est assez effacée comme jeune fille et qui a toujours rêvé de chanter, qui a toujours adoré chanter, mais et elle apprend qu'une école de chant a ouvert ses portes à Tizi. D'ailleurs, c'était prémonitoire, puisque j'ai appris que récemment, il y a 2 semaines, il y a quelque chose comme ça, une académie d'art a ouvert ses portes effectivement à Tizi, mais j'avais publié ce livre avant. Donc elle apprend qu'une école d'art a ouvert ses portes à Tizi Ouzou, et elle se dit, c'est ma chance, enfin je vais pouvoir réaliser mon rêve de rêver, de chanter devant un public, devant un auditoire. Et elle part voir son père pour lui demander l'autorisation de s'inscrire à cette école, etc. Et son père, en bon vieux kabyle, refuse. Comment ça, ma fille va aller chanter devant des inconnus, etc. Il est hors de question. Et donc, ils sont en conflit, elle est en conflit avec son père pendant des jours. Et tout à coup, il se produit quelque chose qui fait que qui pousse son père à changer d'avis. Alors, que se passe-t-il en fait? Ce qui s'est passé, c'est qu'Idir décède. Durant la période où ils sont disputés, il s'est disputé avec sa fille, Idir décède. Et lui, c'était un grand admirateur, comme beaucoup de Kabyles, tout simplement un grand admirateur d'Idir. Et pour se consoler, il met, comme beaucoup de gens certainement à ce moment-là, met une vidéo sur YouTube, Avavainouva sur YouTube, il commence à écouter Avavainouva. Et comme vous savez, YouTube enchaîne toujours avec d'autres. Et il arrive ces chansons-là où Idir chante avec sa fille, et justement, que j'imagine comme étant une copie, enfin pas une photocopie, mais c'est-à-dire qu'il ressemble à sa fille. Il ressemble à la fille de ce monsieur-là. Et là, toutes ces certitudes s'ébranlent. Voilà un homme, un Kabyle, que tous les Kabyles, vieux, jeunes, conservateurs ou modernistes, ils aiment tous y dire. Il est en train de chanter avec sa fille, et là, il ne sait plus comment. Et c'est ça qui le pousse à changer d'avis. Donc, je vais lire un petit passage sur l'importance des chanteurs, en fait, dans la société kabyle. Et voilà. Et la façon dont ce monsieur-là change d'avis. Il est mort hier. Il a succombé à une longue maladie. Bien sûr, je ne suis pas le seul à le pleurer. Nos rugueuses montagnes kabyles sont en deuil, elles et leurs habitants, ceux qui y sont encore et ceux qu'elles ont laissés partir en exigeant qu'ils y laissent leur cœur. Ils pleurent tous cet homme paisible et doux, disparu à 70 ans, aussi chaleureusement qu'ils avaient pleuré cet autre artiste, plus passionné et plus tourmenté, parti à la fleur de l'âge, les armes à la main, voilà 22 ans. Vous avez certainement reconnu l'autre chanteur, qui n'est autre que Matoub, bien sûr. Et je réalise soudain la place immense qu'occupent nos chanteurs dans nos cœurs. Notre histoire ne peut être écrite sans que soient évoqués nos chanteurs. Nos hommes politiques nous divisent, nos forgerons du verbe et de la mélodie nous réunissent. Je sais que s'il venait à mourir, mais fais, bon Dieu, que cela arrive le plus tard possible, nous pleurerions avec la même ferveur le sage moustachu, ou même ce chanteur exilé au projet fou, auquel seule une poignée adhère pourtant. Au milieu de mes larmes discrètes, j'éprouve l'envie irrésistible d'écouter Avavainouva, la plus connue de ses merveilles, celle qu'il a fait découvrir quand il avait 24 ans et que je n'en avais même pas 20. Je la cherche tant bien que mal sur Internet, comme me l'a appris mon fils il y a quelque temps. Je pense à ma jeunesse, aux années du lycée, aux années de plan qui furent aussi des années de rêve, à Sadia, ma femme que je venais à peine de rencontrer et qui était alors fraîche et espiègle. Je suis trop ailleurs pour fredonner. Mais voilà que d'autres chansons défilent. L'artiste est maintenant sur scène avec sa fille, une charmante jeune femme brune, comme il y en a tant chez nous. Elle interprète un chant ancien de sa voix cristalline qui me fait tressaillir. Elle me fait penser à une autre voix que je ne connais que trop bien. Elle chante à côté de son père qui se tient là, à côté d'elle, et la regarde avec tendresse.
avec fierté. Je les regarde tous les deux songeurs. Toutes mes certitudes héritées des temps anciens s'ébranlent. Voilà. J'aimerais lire, si vous permettez, un deuxième extrait. C'est extrait de la fin d'une valse. C'est les dernières pages d'une valse. C'est Shahira Lahab, qui est donc le personnage principal, a été à Vienne. Et là, elle est sur le point de retourner en Algérie. Voilà. Et elle a fait la paix. Enfin, en fait, finalement, je révèle la paix. Elle a fait la paix avec ses fantômes. En fait, elle arrive, qui étaient ses tyrans. Et il y a une sorte d'analogie entre ces tyrans à elle, entre l'histoire de Shahira et l'histoire de l'Algérie. Donc je vais essayer Demain, l'avion allait la ramener dans ce pays où le destin de 40 millions d'hommes et de femmes était l'otage de décideurs bien plus tyranniques, bien moins humains que les siens. Alors c'est ces tyrans à elle, c'est ces fantômes, comme je l'ai dit. Des compatriotes allaient encore tenter de fuir leur joug, et comme elle, se faire dévorer par l'eau, la traîtreuse eau de la Méditerranée. Pourtant, ses compatriotes qu'elle avait toujours jugés durement et dont elle s'était entêtée à ne voir que les défauts, faisaient preuve de plus de courage qu'elle. Ils ne se laissaient pas abattre, ils s'efforçaient d'avoir des projets, de se faire beau, de garder le sourire, de faire la fête, de rire, de chanter. Et peut-être qu'un jour, à Al-Moudja, à Tizintlili et partout dans ce pays voué, comme sa tête à elle, au désordre, aux peurs et aux humiliations, les rires et les chants fuseraient, libres et sonores, défiant toutes les tyrannies, toutes les hypocrisies, toutes les laideurs. Mohamed, chante-moi une de tes compositions dans sa telle souda. Voilà. On l'applaudir. Eh bien, c'est une belle chute. Je crois que c'est comme ça qu'on va terminer ce café littéraire. Ça fut trop court. Oui, c'est comme ça, hein. C'est pas éternel le café littéraire. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. À la semaine prochaine, on recevra notre ami Nafa Moualek, il est là. Merci. Grand homme de théâtre. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous d'être venus. Voilà.